Bonjour, aujourd'hui on plonge dans une histoire assez fascinante, un vrai paradoxe belge. Imaginez un mouvement social qui a plus de 100 ans, dont le but est de tout contester et qui se retrouve au bord d'une crise d'identité majeure. La cause? La possibilité d'une reconnaissance internationale très prestigieuse. Et ça nous amène directement à la question qui tue, en quelque sorte. Est-ce qu'une rébellion peut finir dans un musée? Est-ce qu'on peut mettre la contestation sous verre? C'est vraiment cette tension-là qui va être le fil rouge de toute notre discussion. Alors, voici notre parcours. On va d'abord explorer ce fameux paradoxe patrimonial, ensuite on va décortiquer ce qu'est l'éducation permanente, cette machine à critiquer, puis on examinera les arguments pour une reconnaissance par l'UNESCO, mais aussi les risques, ce qu'on appelle la muséification. On verra qu'il y a 3 chemins possibles, et on terminera sur une question qui, vous allez voir, reste bien vivante. Allez, c'est parti. Le paradoxe patrimonial, c'est vraiment ça le cœur du problème. On a un mouvement dont le boulot, depuis un siècle, c'est de critiquer le système, de secouer le cocotier. Et ce même mouvement envisage de demander une reconnaissance à qui? À l'UNESCO, l'établissement culturel ultime. C'est un peu comme si un groupe punk demandait à être intronisé à l'Académie française. Ça grince, non? Et là, on voit bien le choc des philosophies. D'un côté, on a l'idée de transformation permanente. C'est une pratique vivante, qui bouge tout le temps, qui remet en question. De l'autre côté, on a le concept de patrimoine permanent. Là, on parle de protéger quelque chose, de le préserver, de le figer pour l'avenir. C'est l'eau et le feu, en fait. Deux logiques qui, a priori, ne peuvent pas vraiment coexister. Ok, donc le conflit est posé. Mais pour bien comprendre l'enjeu, il faut savoir de quoi on parle exactement. C'est quoi, au fond, cette fameuse éducation permanente? Qu'est-ce qui se cache derrière cette machine à critiquer? Alors, si on regarde la définition officielle, ça nous donne de bonnes pistes. C'est un processus qui vise l'analyse critique de la société, ça stimule des initiatives démocratiques, ça développe la citoyenneté active, tout ça dans un but d'émancipation. Le mot qui revient tout le temps, c'est « critique ». On n'est pas là pour faire de la formation classique, hein. C'est un véritable outil pour apprendre à questionner le monde qui nous entoure. Et ça ne date pas d'hier, attention, l'histoire est longue. Ça commence en 1921, juste après la loi sur la journée de 8 heures. Les ouvriers ont enfin un peu de temps libre et l'idée d'éducation populaire prend son envol. Grosse étape en 1976, un décret qui ancre le mouvement dans la politique culturelle. C'est une première mondiale à l'époque, puis une modernisation en 2003. Et nous voilà, aujourd'hui, avec cette fameuse question de l'UNESCO sur la table. Mais alors, qu'est-ce que ce modèle belge a de si spécial ? Eh bien, si on le compare à des initiatives qui pourraient y ressembler, au Danemark, aux États-Unis ou même en France, on voit tout de suite les différences. Le modèle belge est unique. D'abord, il est inscrit dans la culture, pas dans le social ou l'éducatif. Ensuite, son financement est structurel, garanti. Et surtout, le point crucial, la critique sociale, ce n'est pas une option, c'est inscrit dans son ADN, c'est sa mission de base. Et attention, on pourrait croire que c'est un petit truc de niche, mais pas du tout. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On parle de 280 associations reconnues, plus de 500 000 participants par an, un demi-million de personnes. Et ça représente l'équivalent de 200-300 emplois à temps plein. Non, c'est une véritable force de frappe sociétale. Et s'il fallait un chiffre pour vraiment convaincre, le voici. L'impact est quantifiable. Une étude économique très récente, de 2024, a calculé un truc assez fou. Pour chaque euro d'argent public investi, le mouvement génère 4,20 € de valeur sociale. Pensez-y, c'est un retour sur investissement social tout simplement énorme. Bon, maintenant qu'on a bien compris ce que c'est, voyons les arguments du camp du pour. Pourquoi est-ce que cette candidature à l'UNESCO a du sens pour ses partisans ? Alors, d'un point de vue purement technique, le dossier est béton. Il coche toutes les cases de l'UNESCO. C'est une pratique sociale vivante, transmise depuis 100 ans. L'inscription augmenterait la visibilité de ce type d'éducation dans le monde. Il y a un plan de sauvegarde détaillé. Le soutien de la communauté est massif. Et, cerise sur le gâteau, le mouvement est déjà reconnu au niveau national. Bref, sur le papier, c'est parfait. Et ce soutien de la communauté, justement, c'est un point clé pour l'UNESCO. Et là, le chiffre est sans appel. Une grande consultation a été menée auprès de toutes les associations. Résultat, 85% sont pour la candidature. Ce n'est pas une petite majorité, c'est un véritable plébiscite. Le secteur lui-même donne un mandat très très clair. Mais, parce qu'il y a un mais, et il est de taille. Passons de l'autre côté du miroir. Le risque de muséification. C'est le grand mot, la grande peur. Quels sont les arguments de celles et ceux qui disent « attention, danger ». Et je crois que cette phrase, tirée des débats en interne, résume tout. Je la lis. Comment patrimonialiser une pratique dont l'essence est la transformation permanente et la critique de l'institué? Voilà, tout est dit. C'est vraiment le nœud du problème. Les opposants ont identifié 4 grands dangers. Le premier, c'est la muséification, le fait de transformer ça en folklore de la contestation. Deuxième danger, l'instrumentalisation, que l'État s'en serve à des fins politiques ou même pour le tourisme. Troisième risque,
La neutralisation, c'est-à-dire arrondir les angles, rendre le discours moins piquant. Et enfin, quatrièmement, la bureaucratisation, se retrouver noyé sous la paperasse de l'UNESCO et oublier l'essentiel, l'action sur le terrain. Alors, face à ce dilemme, ce n'est pas juste une question de oui ou de non. La réflexion est plus subtile que ça. En fait, il y a 3 chemins, 3 scénarios possibles qui sont sur la table. Le premier chemin, c'est la voie royale, la liste représentative de l'UNESCO. C'est le plus prestigieux, mais c'est aussi là que le risque de muséification est le plus fort. Deuxième option, plus modeste, le registre des bonnes pratiques. Moins de prestige, c'est sûr, mais c'est plus centré sur le partage des méthodes et le risque est bien plus faible. Et puis il y a la troisième voie, la voie de la rupture si on veut. On oublie l'UNESCO et on crée un réseau international indépendant pour promouvoir les mêmes valeurs, mais sans les risques. Et on arrive à la fin de notre parcours. Et ce qu'on voit, c'est que ce choix, il dépasse de loin le simple cas de la Belgique. C'est un dilemme qui nous parle à tous, un dilemme sur ce qu'est la culture, au fond. L'ironie dans tout ça, elle est quand même savoureuse. Un mouvement dont le métier est d'apprendre aux autres à tout questionner se retrouve obligé d'appliquer sa propre méthode à lui-même. C'est l'arroseur arrosé en quelque sorte. Un immense exercice d'autocritique. Et tout ça, ça nous laisse avec une grande question qui reste ouverte. Finalement, la culture, ça sert à quoi? Est-ce que son but, c'est de préserver le passé, de le mettre sous cloche, ou est-ce que c'est un outil pour transformer l'avenir? La réponse que ce mouvement va choisir, eh bien, elle pourrait bien nous donner à tous matière à réflexion. Merci beaucoup.